Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast série en compagnie de Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ça va très bien et là on va poursuivre notre rétrospective Satoshi Kon, réalisateur dont on a parlé ensemble pour les films Tokyo Godfathers et Millennium Actress. Et là donc on va causer de sa série sortie en 2004, Paranoia Agent, ou en japonais Moso Dairinin, voilà. Bien, bien, bien. Ah, alors, c'est très facile comme série, puisque... Enfin, très facile, pas vraiment, mais disons que c'est vite vu, puisqu'il n'y a que 13 épisodes, une seule saison, et des épisodes de 25 minutes. Voilà. Qui donc ont été diffusés en France en 2007, puis encore en 2011 sur la chaîne No Life, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Et qui est une série, alors, type seinen, donc pour jeunes adultes, alors qui mélange action, drame, policier, thriller, satire de la société, horreur psychologique et mystère, rien que ça. Et le pitch de base est très simple. On va suivre au début donc de la série une créatrice donc de personnages de bande dessinée et comics animation, une certaine Tsukiko Sagi, qui donc vient de qui est très célèbre parce qu'elle a inventé Maromi, une petite peluche Maromi qui deviendra peut-être ensuite donc personnage de dessin animé, qui est un petit chien rose tout mignon. Et un beau jour, la pauvre se fait agresser dans la rue par un mystérieux enfant adolescent coiffé d'une casquette et armé d'une batte de baseball avec des rollers. Et donc ce garçon va être nommé le gamin à la batte en VF. Et on va suivre d'autres agressions par la suite de ce même gamin à la batte qui semble s'en prendre à des personnes qui n'ont pas de lien entre elles sur le papier, a priori, et puis deux inspecteurs, on va suivre deux inspecteurs qui vont forcément essayer de résoudre l'enquête. Le plus âgé, Ikari, tiens, comme le personnage dans Evangelion, au passage, peut-être qu'il y a un hommage, et le plus jeune, Maniwa, et ils vont rencontrer d'autres personnages qui ont été agressés, etc. Entre autres, un ado populaire qui va être le meilleur, un peu égocentrique, qui s'appelle Yuichi, une femme qui a des petits soucis personnels, on va le dire, qui s'appelle Harumi Shuno, etc., etc. Bref. Et plus on va avancer dans la série, et plus ça va être étrange, bizarre. On va se demander quel est le lien, pourquoi, d'où vient ce garçon à la batte, ce gamin à la batte, etc., etc. Bien sûr, on fera une zone spoiler, parce que sinon, on n'est pas sorti. Mais avant tout, quel est ton avis, ton ressenti sur cette série? As-tu apprécié, aimé? As-tu quelques réserves? Dis-nous tout, cher capitaine. Alors, je t'avoue qu'au début, j'avais eu un peu de mal. Oui. C'est vrai que moi, les deux premiers épisodes, je me demandais un peu où est-ce que la série allait en venir. Et c'est vrai que souvent, si au premier épisode, je n'ai pas mon fameux, entre guillemets, moment d'émotion, je peux avoir du mal par la suite. Je t'en avais parlé en off, il me semble, à ce moment-là. Oui. Mais à partir du troisième épisode, ça y est, je l'ai enfin eu et ça s'est lâché. Et au final, eh bien, je me suis surpris à beaucoup aimer cette série. Même si je vais émettre quelques petites réserves, surtout aux parties spoilers, mais pour moi c'est une très bonne série qui est dans la droite lignée des films du réalisateur. Exact. Et si on a aimé ces films-là, je pense que la série, paradoxalement, c'est celle où il a pu se lâcher le plus possible dans les possibilités de création. Oui. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Alors, il faut lancer le truc. C'est vrai qu'au début, tu sais pas trop où ça va aller, donc forcément, je pense que tu apprécierais plus en revoyant les premiers épisodes après avoir connu la série, genre pour voir peut-être certains détails que t'as pas vus, et pour cause. Mais c'est vrai qu'une fois que ça se lance, que le mystère s'épaissit et qu'on commence à y voir plus clair, ou au contraire, plus ça va, des fois, moins on y voit clair. C'est ça qui est parfois bien dans ce genre de série. Tu rentres dedans et tu t'attaches finalement à des personnages. Au début c'est dur parce que le postulat de départ est assez disons que 3 premiers épisodes, 3 histoires sur le papier différentes, reliées au même gamin à la batte, mais quand même des personnages. T'es obligé à chaque fois de repartir à zéro pour t'approprier les personnages. Et en plus, à la base, je ne suis pas grand fan des séries policières, donc ça n'aide pas aussi, je le reconnais. Mais il a réussi à m'accrocher, c'est le génie de Satoshi Kon. Mais dès le début, même si les personnages n'ont aucun lien, tu sens quand même qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils sont soumis à une certaine pression sociale, pour des raisons ou une autre. Tu as quand même la créatrice donc, de personnages qui a réussi un exploit, mais on lui demande d'en créer d'autres maintenant, parce que le producteur il veut récupérer encore plus d'argent. Notre petite critique du capitalisme
Exactement. Et du monde de l'animation. Et de la société japonaise dans son ensemble, on y reviendra plus en détail en spoiler. Après, t'as l'ado populaire qui est hyper détestable, qui est apprécié de tous, mais qui veut rester numéro 1. Donc, il a cette forme de pression aussi, qui se met lui-même. Et puis, cette femme qui a, on va dire, 2 métiers, hein, sans en dire plus, voilà. et qui donc a des soucis. Voilà, là, c'est un personnage touchant, clairement, qui peut rappeler un petit peu Perfect Blue. Et tu l'as dit, Satoshi Kon ici, déjà, il montre ce qu'il sait faire. Et puis, bon, bah, déjà, les films d'avant, on y retrouve du Millennium Actress, on expliquera pourquoi aussi en spoiler. On l'a dit aussi du Perfect Blue, et même du Paprika avant l'heure, jusqu'à la composition de la musique. Et ça, tiens, on peut en parler de la musique, parce que ça, c'est pas du spoil. Elle est géniale. Alors, le générique et la conclusion, moi, à chaque fois, je l'ai laissé jusqu'au bout, parce que même... parce que la musique composée d'ailleurs par Susumu Hirasawa, oui c'est ça, qui fera aussi les thèmes de Paprika, et ça s'entend. On sent déjà justement la petite ressemblance avec le thème, entre le générique et le thème de Paprika. On se dit, oui. Il y a un petit quelque chose. Bah d'ailleurs, dès que vous lancez le générique, dès le premier épisode, quand j'ai vu le générique de Paranoia Agent, j'étais là en me disant, oui, voilà. Quand même, bon, d'accord. Je t'avoue que c'est peut-être ça au début, je me suis dit, oula, dans quoi on s'embarque justement. Là-dedans. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il reste jusqu'au bout et on sent qu'il veut raconter quelque chose et il le fait bien. Alors, dans quoi on s'embarque? On va pas encore rentrer dans la zone spoiler, mais on va pas tarder. Déjà, oui, le côté mystérieux. Si vous aimez le cinéma de David Lynch, par exemple, hein, on le voyait déjà dans Perfect Blue. Clairement, un truc qui va mélanger illusion, réalité, on sait pas trop, est-ce que vraiment ce que les personnages voient, c'est ce qu'ils voient, oui, non, et ça va rester un mystère un bon petit moment, même nous spectateurs, on se demande ce qu'on voit. Et c'est ça pour moi aussi ce qui fait que la force de l'animation, ça faisait un moment c'est ça. Que je vais prêcher là-dessus, c'est que c'est le genre de choses que tu peux facilement, on va dire, jouer sans avoir à utiliser un effet spécial ou du fond vert, parce que comme c'est de l'animation, les personnages sont tous sur le même plan et tu peux arriver à surprendre le public. Grâce à certaines techniques, et plus la série avance, et plus on sent que le réalisateur se lâche. Il y a même, alors, pour rester vague, on a même un épisode, on va dire, en mode Inception. Oui. On va dire ça comme ça. Qui fait que ça... et encore plus à la fin, avec un épisode avec l'inspecteur, on va dire ça comme ça. Oui. Ça marche. L'animation sert le propos. C'est cool. Bien, oui, puis même le premier épisode un peu moins, mais le deuxième, quand on voit le garçon qui a presque des visions, la réalité se trouble, donc les images se déforment un peu. Ça, c'est sûr qu'en live action, ça serait plus compliqué, par exemple. Mais c'est jouable. Hein. Ça m'avait pas mal dérangé, mais c'est voulu. C'est ça qui fait que j'avais eu un peu de mal au début. Mais c'est ça, on va dire, qui est bien avec cette série au final, c'est que c'est une genre de série où on te dit, attends, c'est normal, je sais qu'au début c'est bizarre, mais laisse-moi te montrer où je vais, j'ai une idée et j'y vais. Et si on est un peu familier avec le réalisateur, je sais pas, tu vois, avec le recul, si c'est forcément l'œuvre la plus idéale pour commencer avec le réalisateur. C'est vrai que moi du coup c'est la dernière création du monsieur que je vois, et je pense que je suis bien heureux d'avoir découvert ça en dernier en fait, parce que c'est une sorte de melting pot de tout ce qu'il a pu faire et ce qu'il a fait avant aussi et après. Je pense qu'avec cette série, on l'apprécierait davantage si on voit justement les films avant. Comme tu l'as dit, on a du Millennium Actress. Si on n'avait pas vu le film avant, l'épisode qui fait clairement, on va dire, référence dans sa mise en scène, on serait passé totalement à côté. On aurait été, mais bon, on serait pas passé à côté, on va dire, du propos, mais on n'aurait pas, on va dire, remarqué la ressemblance avec l'œuvre du réalisateur, mais ça aurait peut-être fait à l'inverse. C'est ça. En voyant Millennium Actress, on dit tiens, mais bon, voilà. Et puis alors, tu parlais justement de l'effet d'animation, c'est qu'il se lâche. Bon, on n'en dit pas plus, mais il y a plusieurs styles d'animation dès que l'histoire se permet d'aller dans des trucs qui permettent justement cette animation-là. On va pas en dire plus, mais il y a presque un côté méta des choses par moment, et ça, c'est très fort.
Et puis le jeu sur les ombres aussi pour garder le mystère, qui peu à peu après se révèle, mais en fait, est-ce que c'est vraiment une vraie révélation? Est-ce qu'il n'y a pas un autre mystère derrière? Et là-dessus, c'est parfait, c'est vraiment j'allais dire un film. C'est presque un film de 13 ou 25 minutes. Chaque épisode est un concentré de film. Oui, c'est ça. Mais après, voilà. Avec un papier rouge. Oui. Et mine de rien, chaque épisode... Alors, il y aura peut-être un épisode, on va dire, et on en parlera de spoilers, qui n'est fondamentalement pas, je dirais, essentiel à l'intrigue. Il est à part, mais il renforce le propos global et la thématique de dénonciation ou de... voilà. C'est ça, on est d'accord. Mais de fait, j'aurais été même curieux de voir un film sur chaque épisode, on va dire. Ça aurait été possible. Voilà. Ça aurait été possible. Mais malheureusement, on ne pourra pas le voir avec son réalisateur et son image. Et donc du coup, avant d'aller dans la zone spoiler, clairement, si vous aimez les films japonais, mais dans le sens général, vous allez avoir ce côté société japonaise qui est difficile, qui est donc différent du monde occidental. Et là, on a cette pression-là. Franchement, le titre porte bien son nom. Hein. C'est un film sur la paranoïa. Une série sur la paranoïa où des gens qui subissent vraiment beaucoup de pression, de la pression extérieure ou qui se mettent eux-mêmes d'ailleurs, c'est un peu les deux, et qui vont à cause de cela agir de façon plus ou moins logique jusqu'à peut-être imaginer des choses ou être victime de certaines choses qui s'imposent eux-mêmes. Et ça c'est très fort parce que finalement c'est ça le lien entre tous les personnages. Au début, voilà, on regarde, etc. Il y a des liens, hein, on va dire en spoiler, il y a des liens entre les personnages au début, mais après, avec le recul, il y en a certains qui sont mis de côté. Ok, d'accord, mais grosso modo, ils ont tous été plus ou moins victimes d'un même problème, très large, qui est donc cette pression extérieure, une pression qu'ils se sont eux-mêmes fait subir, etc. Donc voilà le lien dans cette série, et je pense que c'est une série assez pédagogique. Pas forcément pour nous occidentaux, quoique quand même, oui, ça se discute, mais j'imagine que les jeunes japonais qui ont dû voir cette série à l'époque ont dû se poser pas mal de questions. Mais du coup, on va peut-être rentrer dans cette zone spoiler qui, voilà, on va essayer d'être vague aussi dans les spoilers, parce qu'on va pas faire épisode par épisode non plus. Attention, es-tu prêt? Pour 1 heure par épisode. Ah bah oui, ça c'est clair. Attention, spoiler. Alors, bon... Le gamin à la batte. On va carrément spoiler la révélation finale, comme ça. Alors, après... ça, tu vois, je sais pas trop quoi en penser. Alors, en fait, c'est très simple. C'est pas difficile à comprendre en soi d'où viennent les choses, etc. Il y a d'autres mystères à côté qui sont plus bizarres et complexes. En fait, grosso modo, la créatrice, donc Tsukiko, n'a pas que créé le chien Maromi, qui même prend vie à ses côtés. On va dire pourquoi. Mais elle a aussi créé le gamin à la batte. En fait... Même ça, je me demande si c'est vraiment ce qu'on voulait nous montrer, parce que plus d'une fois dans la série, avant qu'on ait cette révélation, on nous montre que ce qu'on pense être le réel ne l'est pas. Mais c'est ça. La foi ne serait forcément. Alors en fait, c'est que à force d'avoir de la pression et de l'illusion, certains se créent certains soucis qui n'existent pas, et en fait, ils finissent par exister par leur propre volonté à cause de la pression qu'ils subissent. C'est un petit peu ça. C'est le côté fantastique là, de l'histoire. Et moi, tu vois, j'ai une vision un peu plus terre à terre là-dessus, peut-être plus cynique en un sens. C'est que la fameuse catastrophe à la fin qu'on voit, oui. En fait, je pense que ça pourrait être juste, entre guillemets, une émeute classique. Ouais, mais possible. Par les gens qui sont désespérés. Et donc, on a vraiment eu des catastrophes et tout ce qui s'ensuit, mais je pense que c'est ça, parce que justement, au début, on voit qu'il n'y a pas que 2-3 personnes qui sont comme ça. Toutes ces personnes, quand on voit dans le métro, avec les discussions et tout ce qui s'ensuit, on sent que c'est la société globale qui est sur le point de péter. Ouais. Et la peluche a été un catalyseur, justement, à ce moment-là. On le voit notamment avec justement, le gamin à la batte et son côté jeu vidéo, oui. La petite critique d'ailleurs là-dessus. Où justement lorsqu'il évoque ce qu'il pense avoir fait et l'interrogation, c'est clairement il y a une maltraitance à ce niveau-là. Et moi, ça ne se passe pas en vrai dans la conversation. Non, mais donc, en fait, je pense que c'est pareil pour la suite. Le message global, c'est une critique de la consommation qui crée l'illusion. Par exemple, Maromi est la représentatrice, hein, parce que ce petit chien mascotte, tout le monde était à fond et tout. Et puis c'est quand elle disparaît de la réalité que les gens pètent un plomb. Le message est clair, en gros, si les gens n'ont pas leur petite illusion salvatrice, ils pètent un plomb à cause de la pression.
Et c'est pour ça justement qu'une fois on en entend parler, mais on ne les voit jamais, on va dire vraiment à l'action, le fameux groupe des adorateurs de la mascotte, on pourrait se dire que c'est eux qui auraient commencé justement à tout casser parce qu'ils n'ont plus de nouvelles de la créatrice, et je pense que c'est ça on va dire qu'il y a derrière. Parce que ça me paraît très, on va dire, trop simple que ce soit juste une histoire de monstres d'Heroic Fantasy. Non, c'est ça, en fait c'est une allégorie. Genre, en fait, pour faire simple, si on reste dans une réalité, tout simplement, ils ont décidé d'arrêter la production de Maromi, d'annuler la série d'animation qui était faite sur elle, etc. Et du coup, les gens ont pété un plomb. C'est pas qu'elle est sortie de la réalité. Mais si on reste dans le trauma de la créatrice, il faut savoir que Maromi, en fait, c'est son jeune chien qui est mort quand elle était jeune fille, et elle est responsable. C'est la traduction de la responsabilité. Si, elle se sent responsable. Elle avait mal au ventre. Alors justement, tu vois, le mal au ventre, entre guillemets, est-ce que ça serait... c'est peut-être, on va dire, mon côté Vislar qui a pensé ça, mais je me suis dit, peut-être que c'est la première fois qu'elle a ses règles. Mais c'est probablement ça, et c'est le lien du coup avec le fait qu'elle va devenir une femme qui va avoir la pression de faire des choses. Je pense que c'est ça. Sans le vouloir, et du coup, sans le vouloir, elle le lâche, mais elle ne le laisse pas comme ça. Non, mais... Je pense que c'était pas elle, on va dire, la responsable, mais non. Là où elle était, entre guillemets, responsable, c'est de, entre guillemets, ne pas avoir dit la vérité à son père, qui a, au final, malgré tout, compris ce qui a pu se passer. Elle a le poids de la culpabilité, et c'est ça qui crée le gamin à la batte, c'est qu'on voit l'ombre du gamin à la batte quand elle récupère son chien, et parce qu'elle acceptera cette culpabilité plus tard, enfin quand elle acceptera la vérité, c'est là où il disparaîtra. Et ce qui est intéressant, c'est que les choses reviennent en ordre quand elle se rappelle, comme si elle voyageait dans le temps, pour revivre une nouvelle vie où enfin tout le monde serait sauvé à voyager dans ses souvenirs, quoi. Mais là, tu vois, je pense que c'est là où on n'est pas d'accord en termes d'interprétation, c'est que moi je maintiens que tout ce qu'on a vu reste vraiment, on va dire, dans l'imagination des personnes qui sont autour de la créatrice, justement parce qu'elle les a embarqués, on va dire, avec elle dans, j'allais dire sa folie, non pas sa folie, mais dans son imagination. Là où, justement, si on avait fait une version plus terre-à-terre, ça aurait été juste, entre guillemets, que les personnes en manque d'attention se mettent à tout casser et prennent pour excuse, on va dire, tiens, il y a un fameux garçon à la batte qui casse tout, eh bien, on va tout casser. Non mais c'est ça, de toute façon, réalité ou illusion, l'important c'est le message. C'est la société qui a créé tout ça. Après, nous on le prend comme on veut, et lui, du coup, Satoshi Kon, il a joué sur ça avec un mélange entre réalité et fantaisie, et du coup... Mais c'est ça qui fait la force aussi de cette série, c'est qu'au final, peu importe qui a raison, qui a tort, ah oui, clairement. La série est assez... on va dire intelligente et bien construite pour que chacun puisse trouver sa vision de la chose. Et en cela, tu as des épisodes très marquants qui paraissent totalement déconnectés. Par exemple, l'épisode des suicidés. En fait, il y a un épisode qui est totalement à part, grosso modo. Hein. C'est même deux, mais il y a surtout un avec ces trois personnes, un vieil homme, un jeune homme et une petite fille, qui se retrouvent très joyeux et tout, et on apprend qu'ils se sont rencontrés sur Internet pour se suicider ensemble. Alors là, c'est le côté décomplexé de la société japonaise qui prend le côté suicide comme quelque chose parfois de salvateur et tout, et je pense que Satoshi Kon ici il a voulu dénoncer cela en faisant un épisode volontairement pratiquement ridicule sur certains points. Surtout comique avec la musique. Et comique, oui. C'est ça. Avec le début, la mise en scène de jeu. En fait, au début, je t'avoue que je pensais que c'était trois fans de la peluche qui se réunissaient pour la première fois avec le fameux sac. Mais c'est ça, mais c'est lié. C'est que c'est des gens qui sont en fait désespérés de la vie, mais qui sont heureux parce qu'ils ont quand même leur illusion, mais qui en ont marre, mais qui décident de mourir ensemble. C'est pour ça d'ailleurs cet épisode, anecdote, m'a donné envie de voir le film Suicide Club dont j'ai parlé il y a quelques jours sur la chaîne. Il faudrait que je le vois aussi. Ah je pense, oui, enfin, il y a un lien, clairement, sur le côté critique de la société japonaise. Donc il y a cet épisode où on peut faire une belle interprétation sur la fin, mais on vous laisse juge, est-ce qu'ils étaient morts avant ou pas. Il y a cette photo finale, mais on sait pas. Et puis il y a aussi l'épisode Etc., qui parle des ragots, la puissance nocive des ragots, où on voit plein de petites histoires soi-disant qui seraient produites avec le gamin à la batte, des trucs totalement fous. Avec le petit, entre guillemets, cliché, si on peut dire, des femmes commères. Oui. Parle du retour et rien, ça aussi la petite critique. Et la terrible la fin de l'épisode où la femme qui voit son mari qui aurait été attaqué par le gamin à la batte, qui est en train de crever, elle dit allez raconte-moi tout, je veux tout savoir. Ouais, j'ai eu un petit frisson
à ce moment-là, bon, ah oui, d'accord. Ah non, mais c'est ça, la société malade, hein, là, c'est le... La petite mise en abîme aussi à la fin où tu vois que, justement, et ça, c'est la force de la mise en scène, c'est que tu vois la caméra qui se lève au-dessus des immeubles et tu vois que les 3 immeubles forment un E, assez et assez. Voilà, etc., les ragots et tout. Puis il y a cet épisode, t'en as parlé, très Millennium Actress, où le gamin à la batte, ou celui qu'on croit être le gamin à la batte, un adolescent nommé Makoto, va raconter son histoire. En fait, il est complètement paumé dans son délire irréel, en mode quête de jeux vidéo, et on va suivre avec les inspecteurs qui vont être des personnages de la quête, et c'est vraiment comme Millennium Actress, quand l'actrice, sans en dire plus si vous n'avez pas vu le film, raconte sa vie et son passé aux journalistes. Et par rapport au film, c'est l'inverse. Dans le film, c'était le vieux qui était plus dans l'histoire avec le jeune, là c'est l'inverse, c'est le jeune qui est plus dans l'histoire que le vieux. Et le jeune qui en devient fou, parce que, voilà, au moment où les inspecteurs vont se faire virer, hein, clairement, parce que le jeune adolescent Makoto, soi-disant gamin à la batte, se suicide, c'est comme si sa double personnalité le suicidait. Hein, et il me semble que c'est que le vieil inspecteur qui est viré, pas l'autre. Ah, mais les deux, si, il me semble, parce que... L'autre, il est dans son délire, mais je n'ai pas souvenir qu'on... Ah, si, je crois qu'il est viré aussi. D'ailleurs, il fait son... Bah, après, il continue son enquête à part, hein, où il se transforme... Dans les commentaires, ce qui fait... Ah, bon, moi, je pense que les deux ont été virés. Les deux ont été virés. Et puis après, il continue son enquête, où il se croit super-héros avec son vieux maître, le vieil homme qu'on voit après le générique de chaque épisode, qui s'avère être lui-même à la fin, parce que voilà, tout est bouclé, et tous les personnages sont plus ou moins liés comme s'ils en étaient un. Tu vois, c'est ça. Je parlais des 2-3 petits reproches, on va dire, à la fin. Oui, c'est du surplus, peut-être. Les suicidés, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. À la fin, on les voit pas. Ah, ils sont morts, pour moi, mais ça, c'est une interprétation. Moi, je pense que justement l'ironie, c'est que quand on voit l'épisode, c'est que chaque tentative qu'ils font rate au point même de rater le fameux gamin à la batte, de le voir d'ailleurs justement effrayé en mode non mais en fait c'est bon, je vais pas vous tuer, comique jusqu'au bout d'ailleurs, et le fait de les voir partir en mode on est joyeux, on va tenter encore une fois, c'est la fameuse ironie de la chose. Et pareil, la femme avec la trompe de la personnalité, on ne la revoit pas à la fois. Non, bah non, c'est ça, voilà, il y a quelques petits bémols là-dessus, c'est que certains personnages disparaissent, comme le jeune adolescent parfait, là, finalement, bon, il est libéré. Alors qu'on voit, justement, dans la rue, on voit le fameux journaliste avec son téléphone en train de téléphoner, croisé dans la rue, la créatrice qui s'est coupé les cheveux et lui faire un sourire en mode, voilà, Bah, tout le monde est libéré à la fin, hein. Après la fin, Kaiju en mode Paprika, d'ailleurs, un peu. Où il y a quand même la fusion finale entre Maromi et le gamin à la batte, c'est pas mal, Et puis il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, mais bon, c'est des sous-thèmes, hein, c'est la perversité aussi, donc cette société qui crée des gens... Avec le chef de production de la création. Alors, il y a déjà cet épisode qui critique, on voit Satoshi Kon, il critique le côté producteur absolu, voilà. Ses comptes à ce moment-là. Ah oui, on a un épisode de création méta de la potentielle série animée sur Maromi, c'est marrant. Voilà, en même temps, c'est la suite logique, on va dire, du monde capitaliste. Si quelque chose se crée, dans le même genre, j'ai pas mal pensé, on va dire, aujourd'hui, avec, entre guillemets, la fameuse peluche Hello Kitty. Ah mais c'est ça, de toute façon c'est une référence à Hello Kitty, hein, ce truc. Voilà, c'est que surtout quand tu vois la nouvelle création qui, à la fin avec le fameux chat. Oui, voilà. Salut, chat va bien. Ah oui, non mais de toute façon, voilà, ça veut dire que de toute façon, même si là ils ont été libérés, bah il y aura d'autres choses qui viendront perturber les gens. Et puis il y a aussi... S'il y a un vide, il faut qu'il soit remplacé par quelque chose. Et puis il y a aussi cet épisode terrible, très touchant, avec donc le père policier là, qui a l'air parfait, mais... qui pas du tout, il traîne avec des mafieux, etc. Et puis en plus, il filme sa fille quand elle se déshabille, donc c'est un pédophile. Et à la fin, bah, sa fille se rebelle, elle voit les images et elle crée presque elle-même une tempête. C'est un peu du solipsisme là. Hein. Elle se crée soi-même son truc pour tout détruire et à la fin, elle a tout oublié, elle est libérée et le père se rend compte bien trop tard du mal qu'il a pu faire. Ça aussi, c'est... Mais bon, tout ceci encore à cause de la société qui a perverti... Et sans parler aussi de l'épisode, on va dire, que j'ai surnommé Ironie, où tu vois justement l'inspecteur qui est remercié et qui finit en tant qu'agent de sécurité qui travaille
avec une personne qui l'a mise en prison il y a 5 ans. Et oui, et puis cet inspecteur, on n'en a pas parlé, mais encore, vous voyez, c'est très riche, il y a Ikari, donc c'est lui qui va dans son passé, qui voyage dans son passé, presque dans le temps, dans une animation différente, c'est génial, ça, on se croirait dans des vieux, un petit peu les Miyazaki qui parlent des vieux temps, là, par exemple, ouais. C'est marrant, il va vraiment dans une animation différente pour aller dans son passé, où la créatrice devient sa fille, et il y a une autre réalité qui se met en place, tout ceci pour sauver la réalité, voilà. D'ailleurs, au début, je me demandais justement, il me semble que c'est l'épisode juste avant, avec la création du dessin animé, oui. Où tu vois au début le fameux dessin animé qui commence, et au fur et à mesure, tu vois les étapes qui se font. D'abord, c'est tout en couleur animée, puis après, c'est plus ou moins en noir et blanc, puis après, les personnages sont plus des traits qu'autre chose, et du coup, tu dis, ah non, ça m'a fait penser à Evangelion, ce passage-là. Ah oui. Je n'en dirai pas plus pour la phase, il y a encore une autre série, mais dans le même genre, ça m'a fait penser un peu à ça, justement. Ah bah de toute façon, voilà, si vous avez aimé Evangelion, c'est le genre de série que vous devez aimer également. Est-ce que tu as d'autres choses à dire dans la zone spoiler? Bon là, on a un peu fait au hasard des choses. Bon, le générique final, le vieil homme, ça, franchement, on ne sait pas, c'est des prophéties, c'est la zone d'ombre qui reste, et tant mieux qu'il reste une zone d'ombre, hein, finalement. Et je pense que c'est ça, en fait, je finirai là-dessus, c'est que le réalisateur laisse assez de liberté d'interprétation pour que chacun puisse faire son histoire à sa sauce sans que ce soit forcément incohérent avec ce qu'il raconte et ce qu'il propose. Exactement, bah du coup on va refermer la zone spoiler et on va conclure sur cette série. Donc comme on l'a dit dans la zone spoiler, si vous aimez David Lynch, si vous aimez Evangelion, si vous aimez grosso modo le travail de Satoshi Kon et que vous n'avez pas vu cette série, elle est faite pour vous. Mais du coup, conclusion avec ta note. Alors, c'est difficile de noter une série parce que voilà. Cette note-là, je t'avoue que si je n'avais pas eu autant de mal au début à rentrer, bon, entre guillemets, il m'a fallu que 2 épisodes, mais toi, il me semble que tu étais rentré plus facilement. Oui. Je me contenterai en étant très sévère d'un petit 8 sur 10. Bah écoute, je vais te rejoindre sur le 8 sur 10, pas pour les mêmes raisons, c'est plutôt pour le surplus parfois de mystère, on sent que c'est bien, hein, bon il reste des zones d'ombre et c'est très bien, mais il y a des moments où tu te dis avec le recul, bon t'aurais pu peut-être simplifier certaines choses, enrichir certains personnages qui disparaissent un peu de la circulation aussi, c'est le seul défaut que je relève, mais bon, le propos est ailleurs, il est sur la société japonaise et les dérives qu'elle peut créer, et du coup les méfaits que ça cause à certains personnes qui deviennent ce qu'elles deviennent dans l'histoire. Et ouais, c'est une série qui mélange illusion-réalité, mais qui critique quelque chose de très réaliste, avec des visions un peu plus fantaisistes, mais le propos est là, selon moi, et je te rejoins aussi sur ton interprétation plus concrète des choses, dans un sens, mais voilà, sans en dire plus, c'est un jeu sur l'illusion, mais aussi la réalité. De toute façon, l'illusion est dans la réalité, c'est ça aussi dans cette série, c'est qu'on vit souvent notre réalité à travers certaines illusions pour sortir du quotidien. Et c'est un petit peu ça que Satoshi Kon a voulu dénoncer ici, je pense. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi parce que il va nous manquer, il nous manque ce créateur, parce que là, on a fini la rétrospective du monsieur. Enfin, on n'a pas parlé ensemble de Paprika ou Perfect Blue, mais tu les avais vus aussi. C'est ça. Voilà. Je n'ai pas encore vu ces fameux courts-métrages dont tu m'avais parlé avant. Il a fait un petit court-métrage dans une collection de courts-métrages là, où on voit une femme. Tiens, j'en dis pas plus, mais on voit du Satoshi Kon dedans. Encore. Je note, et il faudra aussi à terme voir ce qu'il a travaillé, on va dire, non pas en tant que personne principale à la tête du projet, mais en tant que collaborateur sur d'autres œuvres. Ça, c'est toujours intéressant de voir ça une fois qu'on a fini la réalisation. Et maintenant, je sais que dans les prochains objectifs au monde, ça sera de lire les mangas qu'il a écrits, parce qu'il en a fait quelques-uns, mais qui n'ont malheureusement pas eu de gros succès à l'époque. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que c'est à cause des échecs de ces mangas qu'il s'est mis plus ou moins à l'animation. Oui, voilà. Et puis donc on voit qu'il n'avait pas marché. Si ça n'avait pas marché, on n'aurait peut-être pas eu Perfect Blue. Oui, du coup. Donc, mais on aurait eu un manga. C'est ça. En tout cas, c'était vraiment une belle expérience, ça on peut le dire, ce Paranoia Agent, et on vous le conseille vivement. Je te remercie au final de m'avoir finalement permis de me lancer dans la filmographie de ce réalisateur que je devais faire depuis un moment. Maintenant, c'est chose faite. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu cette série. Je sais qu'il y en a qui m'en avaient parlé dans les commentaires de certains films, donc pourquoi pas. Et si vous comptez vous lancer dans cette aventure, c'est pas long, c'est 13 fois 25 minutes, ça se fait en 3-4 jours sans forcément binge-watcher.
En une bonne semaine, on Voilà. va dire ça à peu près. Et ouais, j'ai envie de dire, vaut mieux pas trop se les enchaîner, à la rigueur. Ah, surtout pas le soir avant de dormir. Non. Ça, Sauf le générique final. Vous pouvez vous le mettre en boucle parce que c'est une le berceuse générique assez final. remarquable. Le générique risque de... Il y a certaines musiques même qui risquent de vous rester dans la tête. Voilà, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, chers camarades. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.